Bon, ça a l'air de se stabiliser. Je vais vous proposer de commencer. Sébastien, si tu peux juste lancer la slide avec. Voilà, donc merci à tous d'être présents pour ce second webinaire. Donc on va effectivement avoir Sébastien et Cyril donc sur les questions techniques. Juste une petite information auprès des participants. Alors je crois que pour les participants, vous n'avez pas le nombre. Vous n'avez pas le nombre, il me semble, de participants affichés. Quoique là-dessus, je peux me tromper. Par contre, vous avez effectivement l'onglet Q et R pour poser vos questions. Je vais vous demander à tous de poser vos questions dans l'onglet Q et R. Si vous le mettez dans l'onglet qui est conversé, donc celui qui est tout à droite, malheureusement, on ne verra pas les questions. Vous pouvez discuter entre vous, c'est possible. Il risque d'y avoir des sondages. On a préparé certaines. Et les questions et réponses nous permettront, nous, d'avoir les questions. Je vais pouvoir effectivement intervenir pendant la présentation de Sébastien et porter vos questions directement auprès des intervenants. Voilà, pour moi, j'ai fini. C'est tout ce qu'il y a pour la question technique. N'hésitez pas si, en tant que participant, vous avez soit un problème technique, vous pouvez du coup envoyer aussi à QR et je vous répondrai. Et c'est tout. Je te passe la parole, Sébastien. C'est Cyril, je crois, qui commence. Non, Cyril, tu as ton micro de coupé. Merci, Bastien. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers adhérents, chers dirigeants d'entreprises adaptées, chers partenaires, chers alliés. Merci de votre participation à ce second webinaire qui est fait essentiellement pour vous, à votre attention, aux entrepreneurs, dirigeantes d'entreprises adaptées et bien sûr l'ensemble de leurs partenaires, au premier des chefs, les directs, les associations gestionnaires, les Cap Emploi, les pôles emploi, missions locales, leurs partenaires également, enfin l'ensemble du SPE représenté. Évidemment, je n'oublie pas également la DGFP qui également peut être connectée. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un nouveau webinaire qui est en prolongement du premier de vendredi matin que nous allons diffuser parce que celui de vendredi matin, il explique clairement d'où on vient, où on est allé, comment on a conçu ensemble en co-construction, et je souligne bien co-construction entre la DGFP, les services UNEA et d'autres partenaires et alliés comme KPMG, comme le Haut Commissariat à l'inclusion et aux entreprises engagées. Je ne sais pas à l'heure qu'il est si ce commissariat sera renouvelé. Mais en tout cas, je tiens à remercier l'implication de leurs équipes. Encore une fois, ils ont le courage de valider, d'accompagner Madame la ministre du Travail qui a fait passation de son poste à Madame Borne, Elisabeth Borne, que je tiens à saluer et dont j'espère rencontrer prochainement pour mettre en œuvre ce FATEA, c'est-à-dire ce plan de soutien aux entreprises adaptées, plan de relance, et aussi pour garder le cap. Je n'oublie pas également Madame Finker, ministre déléguée à l'insertion, également que nous souhaiterons rencontrer dès que possible. Donc, un prolongement, nous allons rentrer dans des détails un peu plus techniques. Ce webinaire a été préparé grandement par Sébastien Citer, les équipes techniques, de notre expertise technique, mais aussi en échange constant avec la DGFP. Nous sommes dans un moment, et Sébastien reviendra dessus, dans un moment un petit peu de flottement, le temps que le remaniement ministériel prenne forme et prenne les fonctions. Et donc, on est dans une espèce de pesanteur atemporelle qui peut faire glisser certains délais. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne séance. Merci. Sébastien. Bonjour à tous. Donc, juste pour poursuivre sur les propos de Cyril, donc, lors du précédent webinaire, nous vous avions annoncé que la circulaire était en cours de finalisation pour une signature en fin de semaine. Le changement de gouvernement, de Premier ministre et de ministre du Travail derrière a perturbé le calendrier et aujourd'hui, cette circulaire n'est malheureusement pas signée. Donc, on a voulu quand même maintenir ce webinaire juste pour vous présenter derrière l'ensemble des données que vous allez devoir préparer
et collecter rapidement pour pouvoir mobiliser les aides, puisque le fichier Excel, on a encore eu des échanges hier au soir avec la DGEFP, mais le temps que la circulaire n'est pas officiellement signée, on ne peut pas diffuser le fichier Excel sur lequel on a travaillé. Il y a encore quelques derniers arbitrages qui étaient en cours sur le sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter l'intégralité des éléments et derrière répondre à vos interrogations par rapport au questionnement que vous pourriez avoir. Donc, pour rappel, on a un plan de soutien. Le plan de soutien qui a été mis en route est un plan de soutien à budget constant avec 3 types d'aides mobilisables. Les 2 premières aides étant mobilisables immédiatement, qui sont les aides pour les surcoûts de fonctionnement et les aides pour le soutien partiel aux pertes d'exploitation. Et les 3e aides qui relèvent du soutien à l'investissement, à la relance et à la reprise seront mobilisables dans un second temps à partir du mois de septembre. Donc, la volonté qui a été affichée sur lesquelles on a travaillé avec la DGFP, c'est de trouver un système qui est facilement mobilisable et qui permette de limiter la charge de travail sur la période qui est déjà compliquée. Donc, de limiter la charge de travail aussi bien pour les entreprises adaptées que pour les services des directs en région, pour que ça puisse être traité de manière la plus fluide possible. Et donc, d'aller vers un système de justificatif suffisant, mais pas trop lourd à produire et à contrôler pour les services de l'État. Donc, si on va un peu plus dans le détail des aides et des 3 natures d'aides qui vont pouvoir être mobilisées tout de suite, la première aide dont on avait parlé, c'était la compensation des surcoûts de fonctionnement liés à la période Covid. Et l'objectif, c'était un forfait horaire de 1,50 € par heure travaillée qui sera appliqué. Pour la justification, on a aujourd'hui 2 approches qui sont actuellement en cours d'arbitrage. Une approche qui est uniquement à partir du montant des aides au poste qui sont payées sur le mois donné, et une approche qui était envisagée par la DGEFP, qui était de développer une requête ASP permettant de sortir les heures de travail. Donc, les deux approches sont différentes. Je ne vous cache pas que l'UNEA préfère très largement la première méthode, qui est facile à mobiliser, à trouver sur le bordereau. On verra juste après comment on peut aller chercher ces informations, avoir les imprimés écran et les copies des bordereaux en format PDF pour pouvoir mobiliser l'intégralité des justificatifs. La solution heures travaillées est développer une requête ASP. Quand on connaît les difficultés qu'on a tous pu avoir avec l'ASP et la fiabilité des requêtes de l'ASP, on est vraiment très prudent par rapport à ça. Donc, je pense que l'on s'orientera vers la solution montant des aides au poste du mois à court. Donc, globalement, les données qui seront à fournir sur la période du mois de mars au 30 juin seront le montant des aides au poste pour le mois de mars, perçu à la fois pour l'entreprise adaptée socle, donc hors expérimentation, les aides au poste qui auront été perçues pour la mise à disposition et les aides au poste pour le CDD tremplin. Donc, pour les 4 mois concernés, mars, avril, mai et juin. Et le montant de l'aide au poste est alors converti en heures travaillées en fonction du coût moyen de l'aide au poste. Si pour les CDD tremplin, on part de l'aide au poste à 10 646, que l'on divise sur 12 mois et que l'on multiplie par la durée légale du travail pour revenir à un nombre d'heures travaillées. Donc, de la même façon, pour la mise à disposition, on part sur une aide au poste à 4140, une aide à l'accompagnement de 4149 €. Et pour l'entreprise adaptée hors expérimentation, on part sur l'aide au poste moyenne qui est fixée cette année à 15 723 € pour pouvoir ramener cela au montant
et au montant moyen de l'aide au poste, et donc calculer le nombre d'heures moyen pour les entreprises adaptées. Donc ces éléments-là, c'est 16 données qu'il faudra du mois de mars au mois de juin. Vous avez l'intégralité des données qui apparaissent aujourd'hui sur votre bordereau ASP. Donc, votre bordereau ASP est totalement validé aujourd'hui. Vous récupérez en fin de bordereau le détail par type d'aide de ce que vous allez percevoir. Montant total à payer, vous récupérez le montant pour l'aide au poste dite socle hors expérimentation, le montant pour l'aide au poste mise à disposition, pour l'aide à l'accompagnement mise à disposition, et le montant pour l'aide au poste pour les CDD tremplin. Donc ces données sont facilement récupérables et exploitables pour l'entreprise adaptée et sont facilement justifiables auprès des services de l'État, puisque un imprimé écran de ce type-là et la fourniture des bordereaux ASP pour les mois de mars, avril, mai et juin sera suffisante pour pouvoir mobiliser cette aide. Sébastien, oui. Une première série de questions. Il y a donc Isabelle Malon qui te demande si les aides sont à destination de toutes les entreprises adaptées et le plafond du nombre de salariés par entreprise par association. Les aides sont à destination de toutes les entreprises adaptées. Bien sûr, c'est mobilisable. Donc, la condition, c'est d'être une entreprise adaptée qui a eu une activité, un fonctionnement pendant la période. Donc, je rappelle le motif et l'utilité de cette aide, c'est de venir compenser les surcoûts de fonctionnement liés à toute l'application des gestes barrières, des dispositifs de protection des salariés, de la dégradation du rythme de travail. Donc, toutes les entreprises adaptées signataires d'un CEPOM sur le territoire aujourd'hui bénéficieront de ce soutien-là. Donc, et ensuite, la deuxième partie de la question, tu l'as encore, Sébastien ? Oui, je te la redonne. Le plafond du nombre de salariés par entreprise, par association ? Il n'y a pas de plafond de salariés. On est sur de l'aide exceptionnelle. Il n'y a pas de notion non plus de. Il y avait dans la mobilisation du fonds de transformation l'année dernière sur l'aide à l'investissement, notamment, il y avait la notion de PME pour l'aide. Dans les trois aides qu'on va présenter à l'instant, on n'est pas concerné par ce dispositif. Ok. Alors, il y a des questions qui sont un peu les mêmes, enfin que je considère comme étant un peu les mêmes. Alors, il y a une question qui est au sujet de l'ASP du mois de mars, puisqu'il n'y a pas encore les régules qui ont été faites, puisqu'il y a eu un accord tardif sur l'activité partielle. Et il y a aussi quid des régulations RQTH ou IJ, maladie à venir. C'est presque la même chose, mais… Alors, sur les régularisations qui sont liées à l'activité partielle, c'est vrai que sur le mois de mars, on nous avait toléré une déclaration de l'ensemble de nos salariés sur les bordereaux ASP, uniquement pour le premier mois de démarrage. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de pouvoir procéder à la régularisation de tous les bordereaux et de toutes les déclarations, puisqu'on verra tout à l'heure que, notamment sur l'activité partielle, si derrière vous n'avez pas régularisé vos éléments de déclaration d'activité partielle, vous ne pourrez pas bénéficier du dispositif lié à l'accompagnement et à la compensation de la perte d'exploitation. Donc, il est important vraiment pour les structures de pouvoir régulariser très rapidement les bordereaux ASP qui avaient été déclarés sur les deux systèmes, sur le système entreprise adaptée et sur le système activité partielle. Et les régulations RQTH ou IG maladie à venir ? Les régules RQTH, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Je rappelle simplement que pour tous les dossiers qui avaient été déposés pendant la période Covid ou qui étaient déposés avant la période Covid, il y a eu un décret qui a prorogé la durée de validité des RQTH. Donc, normalement, ça doit résoudre une partie des problèmes pour l'ensemble des salariés concernés
par un retour RQTH qui n'était pas encore actif. Ok. Je te laisse avancer. On fera une autre série de questions avant. J'invite également les participants à regarder les questions qui sont déjà ouvertes. S'il y a des questions qui sont relatives à la vôtre, vous pouvez la compléter en répondant directement dessus, normalement. Et si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions, je les prendrai en compte et on verra comment vous faire parvenir une information à vos sujets. Voilà. Donc, sur cette slide-là, je présente juste un exemple d'une demande qui pourrait être formulée auprès des services de la Directe et de ce à quoi devrait ressembler la demande officielle. Donc, vous voyez, les seules données à renseigner seront les données des montants des aides au poste que vous aurez perçus sur le mois. Et donc, à partir de là, tout le reste se calcule automatiquement et vous avez immédiatement le montant de la subvention qui vous serait due sur cette aide-là pour les compensations des surcoûts de fonctionnement liés à la période Covid. Donc, sur cette première aide, donc elle est relativement mobilisable derrière. Rapidement et avec des justificatifs vraiment faciles à produire auprès des services de l'État. Au niveau de l'aide sur la compensation partielle des pertes d'exploitation. Donc, ce qui avait été proposé comme mesure, c'était que l'on puisse partir de la marge sur coût variable ou la marge d'exploitation sera ramené derrière au volume d'heures de non-activité pour les personnes en situation de handicap. Donc, elle sera calculée sur la réalité des données économiques de chaque entreprise adaptée et compensera les heures des collaborateurs en situation de handicap. Et cette aide, comme nous l'avions expliqué dans le premier webinaire, est encadrée par un plancher et un plafond, donc avec un plancher d'intervention horaire de 1,50 € pour les structures qui auraient une marge d'exploitation horaire inférieure à 10 € de l'heure et un plafond de 6 € de l'heure pour les structures qui auraient une marge d'exploitation horaire supérieure à 40 € de l'heure. Donc, comment calculer ce dispositif et quelles sont les données dont vous allez avoir besoin pour justifier et calculer et remplir le document Excel derrière. Donc, déjà, vous allez devoir préciser l'année de référence de votre dernier arrêté comptable disponible. On avait fait un sondage rapide juste avant le premier webinaire. Qui confirme aujourd'hui qu'on a un peu plus de 3/4 des entreprises adaptées qui ont arrêté leur compte 2019. Donc, dans l'idée initiale et quand on avait construit le plan, on était beaucoup plus tôt puisque c'est quelque chose que l'on avait fait au mois d'avril 2020. Donc, les structures n'avaient pas encore leur compte 2019 arrêté. Donc, nous étions partis initialement sur les données comptables de l'exercice 2018. Là, ce qui a été normalement acté avec la DGEFP, c'est qu'on prendra donc le dernier arrêté comptable. Donc, si vous avez arrêté vos comptes 2019, on partira sur les données 2019. Et pour les structures, donc les 23% d'entreprises adaptées qui n'ont pas arrêté leur compte aujourd'hui 2019, mais les données qui seront produites seront les données de l'exercice 2018 avec un justificatif de l'expert comptable concerné. Pour calculer la marge d'exploitation, nous allons avoir besoin de données issues de la comptabilité. Donc, tout ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc les comptes 70 au niveau de la compta générale, les variations de production stockées pour ceux qui ont une production stockée, donc le compte 71, et les productions immobilisées pour ceux qui en ont, pour le compte 72. Donc, tout ça, ça va nous permettre de calculer les produits d'exploitation. Au niveau des charges d'exploitation, donc on va tenir compte des achats de matières premières, le compte 601 au niveau de la comptabilité générale, les achats de marchandises, donc le compte 607, la variation de stock
de matières premières et de marchandises pour le compte 603 et les transports de biens sur vente et achat pour le compte 624 et les achats de sous-traitance de production pour le compte 611. Donc, ça, ce seront les données comptables qui seront à fournir sur l'exercice, le dernier exercice disponible en termes d'arrêté de compte. Et donc, vous aurez également besoin du montant des aides au poste perçues au titre de l'exercice concerné. Donc, si vous partez sur l'exercice 2019, on aura besoin du montant total des aides au poste que vous aurez perçu sur l'exercice 2019. Et si c'est l'exercice 2018 qui est privilégié, il faudra aller chercher le montant des aides au poste que vous aurez perçu au titre de l'exercice concerné. C'est bien au titre de l'exercice concerné. Parfois, avec les décalages de paiement de l'ASP, vous pouvez avoir une demande de 2018 qui soit versée en 2019, mais on prend bien tous les montants des bordereaux ASP payés au titre de l'exercice concerné. Donc derrière, pour le calcul de l'aide, donc les éléments vont être relativement simples. Il va falloir préciser dans cet premier élément l'année de référence. Donc ici, on aura une liste déroulante qui permettra de choisir 2019 ou 2018 en fonction du dernier arrêté que vous aurez. Et après, vous viendrez juste renseigner les cases bleutées ici, donc les comptes dont on a parlé tout à l'heure, les comptes de classe 7 pour les produits et tous les comptes de charges d'exploitation, donc 601, 607, 603, 624 et 611. Donc ces éléments-là seront extraits de la comptabilité. Donc, ça nous calculera derrière donc, la marge d'exploitation qui sera réutilisée derrière pour le calcul de la marge horaire. Sur la détermination du nombre d'heures de travailleurs handicapés financés, on part du montant des aides au poste perçues au titre de l'exercice, qui sera calculé en divisant par le montant de l'aide au poste moyenne sur l'année, qui nous donnera donc un nombre d'heures de travail de salariés en situation de handicap qui aura perçu l'aide au poste. Donc, ça vous donnera une marge calculée. On verra un exemple juste derrière. Ça vous donnera une marge calculée et la marge retenue sera soit la marge calculée ou soit 10 € si vous êtes inférieur en marge calculée à 10 € de l'heure, soit 40 € si vous êtes sur une marge calculée supérieure à 40 € de l'heure. Donc ça nous permet donc de déterminer le taux horaire qui sera retenu. Le taux horaire étant la prise en compte de 15% de la marge retenue. Donc, si vous êtes sur la marge plancher à 10 € de l'heure, vous serez sur un taux horaire appliqué de 1,50 €. Et si vous êtes sur la marge retenue plafond à 40 € de l'heure, vous serez sur un taux horaire compensé de 6 € de l'heure. Sébastien, il y a beaucoup de questions en fait depuis le début là. Ce que je te propose, c'est de te laisser dérouler l'entièreté de l'exposé là, et puis on prendra. Ou alors on s'arrête maintenant et on fait un moment de questions-réponses. Mais je pense qu'on va. J'ai peur qu'en te posant les questions, on revienne sur une chose que tu as déjà présentée, d'une part, et. Vas-y, Paul. Allez, je reprends en partant du début. Alors, une question vraiment en introduction qui peut-être potentiellement concerner Cyril. Le changement de gouvernement ne pose-t-il pas de problème pour la suite? Je vais répondre. On ne sait pas. Non, je vais m'occuper. Merci Sébastien. Vas-y. C'est une très bonne question. Elle me fait sourire parce que c'est la question qu'on se pose tous, évidemment. On a entendu le président de la République, lors de son discours avant d'ailleurs le remaniement, parler de social et solidaire à plusieurs reprises. On a entendu également le nouveau M. Castex, le nouveau Premier ministre, parler d'insertion. Donc,
Ce qu'il faut que l'on vérifie, c'est effectivement ce sujet du handicap, des entreprises adaptées, de l'insertion, pour voir s'il y a un peu un amalgame, pour voir s'il y a une compréhension claire du spectre des dispositifs inclusifs. Je reste extrêmement confiant parce qu'on a montré pendant la période Covid que nous étions très actifs, acteurs, moteurs, dans l'emploi auprès des plus vulnérables et des personnes les plus parfois fragiles et éloignées de l'emploi. On a su même créer de l'emploi, on a su réindustrialiser, relocaliser certaines choses comme la fabrication textile avec des masques, mais pas que ça, les centres d'appel. Prochainement, il va y avoir aussi des 3E recyclage et que la validation de ce plan de soutien est quelque part le reflet de la dynamique dans laquelle nous étions. Donc, j'ai conscience qu'avec une modification des interlocuteurs, nous avons une œuvre pédagogique à faire. Nous avons énormément tous ensemble travaillé et je présume fortement qu'il y aura quand même cette dynamique. Nous avons gardé les mêmes contacts au niveau de l'administration centrale. Nous avons fait beaucoup de travail et nous avions déjà, il y a plusieurs semaines, travaillé avec les parlementaires parce que le grand sujet de la rentrée, ça sera le projet de loi de finances 2021, puisque nous voulons, et nous avons acté le fait de garder le cap, et donc il faut conserver, pour garder le cap, la trajectoire. Donc je suis optimiste, car la France a besoin de l'utilité de ces entreprises adaptées, mais pour ça, il faut des entreprises adaptées fortes, puissantes, désireuses d'investir, et donc qui ont confiance dans le fait d'entreprendre pour participer à la création de richesses et de croissance que la France a besoin pour se relancer. Donc, je reste optimiste et j'ai à cœur de prendre rendez-vous, alors pas immédiatement, mais dans quelques jours, avec Mme Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Mme Klinker, ministre déléguée à l'insertion, et peut-être prochainement des secrétariats d'État qui vont être annoncés demain ou d'ici la fin de la semaine. Donc, optimiste. Merci Cyril. Il y a plusieurs questions sur la prise de notes ou la demande, une demande si le… Pardon, je vais y arriver, je vais le reformuler. Est-ce que le document que tu présentes, Sébastien, sera envoyé aux participants? En tout cas, le webinaire qui est enregistré, on le mettra sur la chaîne YouTube. Il y aura la possibilité de le revoir. Et le PowerPoint qui est présenté comme celui qu'on a présenté la semaine dernière, on le fera parvenir à tous les participants. Ok. Alors, pourquoi ne pas prendre les heures directement sur le bordereau plutôt que traduire un montant en heures? Je fais référence à un point que tu as présenté bien avant. Ouais, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le bordereau ne nous permet pas de sommer l'intégralité des heures. On n'a pas cet élément-là qui est tagué, qui est un élément total au niveau des bordereaux. Si on l'avait eu, ça aurait été en effet tellement plus simple. Mais aujourd'hui, le bordereau ASP ne nous permet pas de le faire. Ok. Comment gère-t-on les éventuelles régularisations sur les aides payées? Alors, je rappelle que sur ces données, sur les données qui sont liées à l'exercice précédent, donc sur l'exercice 2019 ou 2018, normalement, hormis quelques cas 2019 qui ne sont pas encore intégralement soldés par l'ASP, mais une grosse partie a été normalement traitée. Et sur les bordereaux, la phase se fera en 2 temps. C'est ce que je voulais vous présenter éventuellement ici. On aura dans la colonne ici le fait de pouvoir déclarer si les données sont considérées comme définitives ou si elles sont encore prévisionnelles. Donc, on peut espérer que sur le mois de mars et avril, sur les premiers mois, on puisse avoir des données pratiquement définitives. Mais si ça bouge, on aura la possibilité de réenvoyer le fichier au mois de septembre à la directe qui viendra prendre en considération le delta qu'il pourrait y avoir éventuellement sur un mois. Donc, en fait, on est sur une demande initiale qu'il sera, quoi qu'il arrive, nécessaire de confirmer parce qu'aujourd'hui, les données pour les mois de juillet et pour les mois d'août, on sera dans l'incapacité de les fournir. Ok.
Une question sur la transmission de la demande. À qui faut-il s'adresser? La demande sera adressée au service de la directe en région. Donc après, chaque région ayant son mode de fonctionnement parfois différent, soit ce sera centralisé au niveau de l'unité régionale ou est-ce que les unités départementales auront un rôle à jouer? Ça sera de l'organisation de chaque service déconcentré de l'État. Ok. La condition est d'avoir un CEPOM. Quid si tu es encore sur un code? Non, c'est un code ou un CEPOM, c'est en fait l'agrément entreprise adaptée. On va vous demander votre numéro de code ou votre numéro de CEPOM, et c'est ça qui vous permettra aujourd'hui de pouvoir déclencher le paiement de ces aides. Donc, code ou CEPOM, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Je te laisse dérouler, je fais un condensé de toutes les questions et je te redirai après. Donc, juste, on aura à préciser donc, le nombre d'heures non travaillées pour les personnes en situation de handicap pour les mois de mars à août. Donc, préciser si nous sommes dans des données définitives ou prévisionnelles, en sachant que ces heures-là, ces heures non travaillées, seront extraites du site ASP Activité partielle. Donc, ce site permet une extraction sous format CSV, donc en format texte, et nécessitera tout de même un retraitement parce qu'il va falloir taguer les salariés bénéficiaires des aides de l'État. C'est-à-dire que sur la déclaration d'activité partielle, vous pouvez avoir été concerné par une activité partielle pour des personnes non RQTH, par exemple. Donc ça, dans le dispositif, on ne peut pas prendre le montant brut de ce qui pourrait sortir du site ASP activité partielle. Ça nécessitera forcément un retraitement et taguer l'ensemble des personnes qui sont bénéficiaires du dispositif aujourd'hui. Donc, les justificatifs qu'il faudra fournir pour cette deuxième aide seront une demande de signature et de validation de l'expert comptable justifiant l'exactitude des données comptables produites, notamment pour le calcul de la marge d'exploitation. Donc, expert comptable, comptable, ou si le commissaire aux comptes veut le faire, possibilité de le valider par le commissaire aux comptes également. Et on aura donc l'extraction du fichier Excel des heures déclarées dans l'activité partielle en ayant tagué et en ayant pointé les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'aide au poste ou de l'aide à l'accompagnement pour ceux qui seraient en mise à disposition. Donc ça, ce seront les justificatifs qui seront prévus derrière. Donc, derrière, je mettais juste un exemple pour montrer ce que ça pouvait donner en termes d'exploitation des informations. Donc, vous avez à renseigner l'année, donc 2019 ou 2018, en fonction de l'arrêté de vos comptes. Derrière, vous renseignez vos données comptables qui devront être justifiées, qui nécessiteront derrière la signature de l'expert comptable à minima sur le document. Donc, ça vous calcule la marge d'exploitation sur laquelle on s'était arrêté. Donc, produit d'exploitation, charge d'exploitation. Et donc, derrière, vous renseignez le montant des aides au poste que vous avez perçu au titre d'un exercice. Et ce montant sera transformé en nombre d'heures salariées ayant perçu une aide au poste sur l'exercice. Donc, ça vous calcule la marge calculée, donc, qui est le montant qui était présent dans la slide précédente, donc la marge d'exploitation, que divise le nombre d'heures de travail des personnes en situation de handicap. Donc, ça vous donne une marge calculée de 18,07 €. Nous sommes dans la fourchette 10-40, donc on retient la marge réelle de l'entreprise adaptée. Et donc, la marge qui est retenue sera de 18,07 €. Et donc, l'application du taux horaire correspondant sera de 2,71 €, donc 15% de 18,07 €. Donc, ça, c'est ce qui permet de calculer le taux horaire d'application.
Et ensuite, derrière, on vient donc renseigner le nombre d'heures non travaillées sur chaque mois. Et derrière, ce nombre d'heures non travaillées est multiplié par le taux horaire retenu correspondant. Donc, pour 1000 heures, on a 2711 heures. Donc, ce qui donne potentiellement, dans cet exemple-là, sur la période, une volumétrie d'aide sur cette entreprise adaptée qui serait proche de 25 500 euros. Sur cette aide-là, si tu as d'autres questions, Sébastien. J'ai coupé, pardon. Non, par contre, alors oui, Laurent, je le répète encore une fois, le document va vous être, alors pas envoyé, mais il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'UNEA, donc vous pourrez voir ce qu'il y a, s'il y a une chose que vous n'avez pas saisie. Est-ce que la signature alors je suis désolé, ça doit être technique pour moi, ça ne me parle pas, du CAC peut remplacer l'expert comptable? Oui, le commissaire au compte, en fait, il faut le commissaire au compte, l'expert comptable ou l'expert comptable qui peut valider les éléments. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Je fais juste Est-ce que ces documents, enfin le document qui doit être rempli, est envoyé par la directe ou il faut envoyer un document interne, enfin, un document qu'on fait soi-même, quoi. Le tout va être fait sous un fichier Excel, ce que je vous explique. En fait, les copies d'écran sont des copies d'écran d'un fichier Excel. Et vous allez compléter votre demande sur un fichier Excel qui vous sera transmis par les services des directs en région. Vous complétez votre tableau et vous le retournez au service en direct avec une copie imprimée du document, puisque derrière, ça nécessite la signature de l'expert comptable ou du commissaire au compte et la signature du dirigeant. Sur l'aide numéro 2, ne concerne que les heures de chômage partiel. Donc, il y a une personne qui a tout fait pour éviter le chômage partiel de ses salariés, même s'il n'y avait pas d'activité, et donc elle demande si elle ne peut pas bénéficier de ces aides à ce titre, même si la marge a pris un sacré coup à la baisse. Non, le système qui a été construit est un système qui a été basé sur une heure non travaillée d'une personne en situation de handicap. Après, si les personnes n'ont pas été mises en chômage partiel, elles ont certainement été notées sur les bordereaux d'aide au poste correspondant sur l'aide numéro 1. Donc, la structure bénéficiera de l'aide numéro 1 pour l'intégralité des personnes qui auront été inscrites sur les bordereaux ASP. Ok, et il y a beaucoup de questions sur les congés maladie, en gros sur les arrêts maladie, et non au chômage partiel. Alors, sur l'arrêt maladie classique, non, ça ne sera pas pris en compte puisque derrière, si la structure, notamment si la structure maintient le salaire, derrière, on a une aide minorée qui peut être versée et donc ça rentrera dans la partie, potentiellement dans l'autre partie. On est encore en discussion et on pousse auprès de la DGEFP pour que tous les arrêts dérogatoires puissent être conditionnés et repris dans ce nombre d'heures non travaillées. Ok, je te pose une dernière question et je te laisse repartir. Est-ce qu'il y a une deadline pour envoyer le document et est-ce que tu saurais, ça me paraît, je ne sais pas, mais est-ce que tu saurais quel est le délai de réponse alors qu'ils nous seront demandés par la directe? Je pense que c'est la même question. Hein. A-t-on une idée des délais de réponse qui nous seront demandés par la directe et y a-t-il une deadline pour rendre le document? Je pense que c'est Alors, sur le délai de réponse et sur la deadline, je vais le présenter juste après. La troisième aide, j'ai une slide de présentation pour pouvoir le faire. En fait, dès que la circulaire sera validée et produite, on aura la possibilité de mobiliser les aides. Et par contre, on aura un calendrier à respecter et une date à ne pas dépasser pour pouvoir mobiliser et faire la demande. Je reviendrai là-dessus juste après.
Donc, sur la deuxième aide, donc, on a vu les modalités de calcul. La troisième aide qui va être embarquée immédiatement, c'est l'aide qui avait été produite dans le cadre de la circulaire du fonds de transformation qui avait déjà été signée l'année dernière. C'est l'aide de la poursuite de l'effort d'investissement qui était engagé avant le 1er janvier 2019. Donc, cette mobilisation va être immédiate et c'est l'aide qui est basée sur les données QA, QI, QM de la liasse fiscale, donc sur la dotation aux amortissements de l'exercice. Mais on aura un retraitement nécessaire cette année puisque la circulaire précisait bien que les données qui devaient être prises en compte étaient exclusivement pour les investissements qui étaient réalisés avant le 1er janvier 2019. Donc, dans l'alias fiscal 2019, on ne fait pas ce distinguo-là. Et donc, les données qui seront dans les cases QA, QI, QM seront des données qui vont inclure également les investissements 2019. Je vous montrerai les éléments et comment on devra retraiter cette donnée. Pour l'exercice 2020, le pourcentage autorisé était 20% de la dotation aux amortissements, plafonné à 750 €. L'année dernière, on était sur un taux de 30% plafonné à 1 000 € et on a quelque chose de dégressif et l'année prochaine, on sera sur 10% de la dotation et plafonné à 500 € si je ne me trompe. Et donc là, le fichier de calcul, c'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est celui qui a été utilisé l'année dernière. Il y a simplement une donnée supplémentaire qui devra être renseignée. Donc, on part sur l'effectif de référence. Alors, il faudra faire attention au 31 décembre 2018. C'est l'effectif de référence de base de calcul de cette aide-là, donc qui sera renseigné. Et derrière, donc, on renseigne les données de l'alias fiscal QA, QI, QM, les loyers de crédit bail pour tout ce qui a été signé avant le 31 décembre 2018 et les montants liés à l'aménagement des locaux pour les aménagements signés avant le 31 décembre 2018. Et donc, on va devoir déduire les montants de la dotation d'exercice liés aux amortissements des investissements réalisés après le 1er janvier 2019. Alors, comment faire ça? Ça nécessite un retraitement de votre fichier des immobilisations. Vous sortez la liste de l'ensemble de vos immobilisations. Donc, vous avez la dotation de l'exercice qui apparaît. Donc, ça, normalement, tous les logiciels de comptabilité aujourd'hui sont en capacité de vous sortir ces documents-là et ces fichiers Excel correspondants. Donc, derrière, donc, la dotation 2019 reprend l'intégralité des éléments non totalement amortis qu'ils aient été achetés en 2019 ou précédemment. Donc, le dispositif et ce qui avait été prévu dans le cadre de la circulaire de l'année dernière, c'est qu'on ne pouvait prendre que les investissements antérieurs au 31 décembre 2018. Donc, il va falloir exclure tous les amortissements qui ont été réalisés sur l'exercice 2019. Par exemple, sur l'exercice 2019, la première ligne, il y a un logiciel qui a été acheté le 21 mars 2019. La dotation d'exercice aurait dû être de 454 €, mais on ne va pas retenir ce calcul. On va devoir l'exclure, donc il faut ajouter une colonne pour savoir ce que l'on va exclure. Et donc, on va exclure globalement tous les investissements qui ont été réalisés sur 2019. Donc, par rapport au calcul habituel, on va devoir renseigner le montant global de la dotation qui sera exclue, donc la somme de cette colonne exclusion du calcul. Et donc, les 9 231 € devront être renseignés dans la case correspondant à la déduction de la dotation précédente. C'est un peu de gymnastique comptable, mais ça, c'était malheureusement déjà prévu dans la circulaire de l'année dernière et ça ne pouvait pas être changé cette année. Donc, globalement, le résultat donne les montants pour
un effectif de référence de cette entreprise adaptée de 72 salariés, les montants des dotations matérielles, immobilisation corporelle et les autres immobilisations, donc un montant total de 50 260, 22 4 500. Notre déduction que l'on a vue précédemment de 9 231 €. Des loyers de crédit beau qui ont été sur l'exercice de 1250, donc qui sont valorisés aux 2/3, et donc qui nous donne un total de la dotation aux amortissements retraités de 68 000 €. Donc on prend 20% de cette dotation, 13 000 €, et on est bien en dessous du plafond qui était autorisé de 750 € par TH, donc qui nous donnait un plafond de 54 000 €. Donc sur la poursuite de l'effort d'investissement, sera possible de mobiliser pour cette structure 13 670 €. Donc c'est un calcul qui est juste complexifié par rapport à l'année dernière par le fait de devoir retraiter et retirer les immobilisations que vous avez achetées sur l'exercice 2019. Et donc, avant de passer à la série de questions, donc sur la mise en œuvre, donc juste rappeler donc, les éléments qui ont changé depuis notre dernière webinaire, c'est que la finalisation de l'écriture de la circulaire. Alors, la circulaire est écrite, elle a juste besoin d'être signée, et au plus tard, elle sera signée en début de troisième semaine de ce mois de juillet. Donc, dès qu'elle est signée, on a la possibilité de mobiliser immédiatement les 3 aides dont on vient de parler. Le surcoût de fonctionnement, le soutien partiel de la perte d'exploitation, la poursuite de l'effort d'investissement. Donc, dès que vous avez mobilisé, donc, c'est pour ça qu'on a voulu absolument maintenir ce webinaire pour que vous puissiez voir les données dont vous alliez avoir besoin pour compléter ou faire compléter le tableau dès que la circulaire sera produite. Dès que la circulaire sera produite et que la directe vous aura envoyé le fichier de mobilisation des aides, derrière, vous pouvez le remplir, le retourner, et le conventionnement pourra démarrer fin juillet. Et comme je vous le disais sur ce cycle-là, et ce que la DGEFP nous confirme, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a des mises en paiement toutes les semaines sur ce nombre d'aides. Donc, les directs auront la possibilité de faire un travail régulier et hebdomadaire. Ils n'auront pas forcément à valider tout d'un seul coup. Mais en tout cas, les éléments pourront être validés au fil de l'eau pour que vous ayez un paiement rapide dès le mois d'août. Alors, ce qui est important à savoir, et ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est que les aides liées au Covid, donc les 2 aides, surcoût de fonctionnement et soutien partiel de la perte d'exploitation, devront toutes être mobilisées avant le 30 septembre. Au-delà du 30 septembre, les directs n'instruiront plus les demandes sur ces 2 aides-là, tout simplement parce qu'il faut que l'on détermine, ce que l'on avait expliqué la dernière fois, l'enveloppe restante également pour pouvoir accompagner les investissements et donc l'axe relance investissement du fonds de transformation. Et donc cet axe-là sera mobilisable à la rentrée parce que la circulaire va embarquer normalement les 2 phases, la phase juillet-août sur les aides entre guillemets automatiques et la phase de soutien à l'investissement, à la reprise, au montage de consortium, à la diversification d'activités dès le mois de septembre. Ok. Je vais te proposer de faire hyper court parce qu'il y a plein de questions. Donc, alors, aux participants, si vous avez des questions, je vous demande juste d'attendre un petit peu qu'on réponde à celles qui n'ont pas encore trouvé réponse. Et ensuite, après, lâchez les chevaux, allez-y. On va essayer de faire au max. Allez-y doucement avec Sébastien quand même, il est précieux. Alors, commençons par le commencement. Là aussi, on revient sur tout au début. Est-ce qu'il y a un plafond en euros?
un plafond en euros, non. La première aide est une aide forfaitaire. La deuxième aide, on a un plafond puisque la marge, un plafond qui est lié globalement à la marge d'exploitation calculée, qui ne peut pas dépasser 40 euros de l'heure. Donc là, on est plafonné. Après, la volumétrie d'heures ne vient pas dépendre. Et sur la troisième aide, on a un plafond qui est fixé à 750 euros par travailleur handicapé. En montant financier, par contre, quelle que soit la taille de l'entreprise intervenant, derrière, on n'a pas d'autres contraintes liées à un plafonnement. Très bonne transition. Est-ce que ces aides concernent tous les salariés ou uniquement les salariés en RQTH? Que les personnes bénéficiaires du dispositif d'aide au poste ou d'aide à l'accompagnement dans le cadre d'une mise à disposition. OK. Pour quel montant doivent-ils diviser les aides reçues pour obtenir les heures travaillées? Entre parenthèses, EA socle. Pour l'exercice 2018, je vais dire ça, je l'avais noté. Pour l'exercice 2019, le montant de l'aide au poste, mais en fait, vous n'avez pas à le diviser, hein, ça sera automatique. Le système prévoit, vous avez juste à noter le montant que vous allez percevoir et le système va automatiquement calculer. Mais juste pour information, le montant de l'aide au poste socle moyen sur l'exercice 2019 est fixé à 15 562 euros. Pour l'exercice 2018, il était à 14 386 euros. Et sur l'exercice 2020, il est à 15 763 euros. Je vous le dis de tête, mais ça doit être ça. OK. Les entreprises adaptées fonction publique sont-elles éligibles? Alors, je pense que c'est ça la question, mais… Oui, alors, c'est ce qu'on a expliqué lors du premier webinaire. Pour les entreprises adaptées publiques, de par leur spécificité pendant la période Covid et le fait qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de l'activité partielle, l'aide numéro 2 pour le soutien partiel à perte d'exploitation ne sera pas mobilisable. Par contre, ils vont avoir pour l'intégralité de leurs salariés, qu'ils aient été en activité partielle ou non, l'aide numéro 1 pour le surcoût de fonctionnement. Alors, je crois qu'on a déjà répondu à cette question-là. Est-ce que c'est la Direct qui fournit les documents à remplir? Non. On y a répondu avant, à moins que… Si, c'est la Direct qui va envoyer le fichier Excel. Ah, c'est eux qui envoient le fichier Excel. Bon, du coup, il y avait plein de questions de cet ordre-là, donc très bien. Le gouvernement nous a demandé de basculer les salariés dits vulnérables, entre parenthèses certificats d'isolement, en activité partielle. Ceux-ci sont-ils également à prendre en compte dans l'aide présentée? Dès qu'ils seront sur le site d'activité partielle ASP, ils pourront être mobilisables. On a la question sur le mois de mars, on a la question jusqu'au… le basculement a eu lieu le 1er mai, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. On a la période 15 mars, 30 avril, où pour l'instant, les personnes n'apparaissent pas sur le site ASP activité partielle, sur lequel on est encore en train de discuter avec la DGE. Est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle on peut faire la demande? Dès que vous recevrez le fichier. Voilà, c'est tout simple. L'aide de 1,5 est bien conditionnée. 1,50 €. Ouais, ok. Est bien conditionnée l'activité pendant la période. Les salariés qui ont fait l'objet de récupération ou de congés, notamment au mois de mars, sont-ils concernés? Que ce soit de la récupération ou du congé, quand les personnes sont en récupération ou en congé, vous les notez bien sur votre bordereau ASP traditionnel. Donc, vous pouvez bénéficier du dispositif de soutien d'1,50 €. Sébastien, réponse à tout. Si jamais vous avez une question où Sébastien ne répond pas, vraiment, vous êtes les gagnants du truc. Mais je pense qu'il est incollable. Les comptes doivent-ils seulement être arrêtés ou également certifiés par le commissaire aux comptes? Je crois qu'on y a déjà répondu. Pour l'exercice 2019, il avait été demandé arrêté. Et si vous pouvez avoir juste la signature du comptable ou du commissaire aux comptes derrière qui vous certifie les éléments produits, en fait, c'est ça. C'est au-delà des éléments, on va vous demander la signature du comptable. Donc, le comptable ne le fera que derrière s'il a la certitude de
de l'arrêté des comptes. Et si le commissaire aux comptes a eu le temps de produire ses rapports, ça ne pourra que faire accélérer la prise de décision. Je fais un petit balayage rapide sur les questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, certains te demandent si tu peux mettre à disposition le tableau Excel que tu as présenté, de manière à pouvoir prendre de l'avance sur l'envoi à la directe. Dans le PowerPoint qui sera présenté, vous verrez derrière l'intégralité des éléments dont on a besoin. Aujourd'hui, je ne mets pas en circulation l'outil, tout simplement parce qu'il y a encore des éléments sur lesquels on a échangé hier au soir avec la DGEFP. Et je préfère laisser la main à la DGEFP là-dessus. Mais en tout cas, les données, vous avez normalement dans la présentation et dans le PowerPoint de présentation l'intégralité des données qui vous sera demandée. Après, le support Excel ne sera que le support de calcul du montant de la subvention. Et donc, je fais une petite précision en ma qualité de président de l'UNEA sur ce fichier Excel. Deux choses. La première, vous voyez bien que Sébastien est à l'initiative de cet outil pour deux raisons. Un, pour s'assurer qu'on est vraiment en co-construction sur les algorithmes et sur la manière de calculer. Deuxièmement, pour aller très vite, pour aider tout le monde à calculer, pour avoir les bons calculs, pour avoir les bons budgets, les bonnes enveloppes et rassurer tout le monde. Donc, c'est vraiment très important ce fichier Excel. Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que, lorsqu'on sera un peu plus mature sur le test de celui-ci qui sera en cours, pour les adhérents de l'UNEA, parce que c'est vraiment un très gros travail, de mettre à disposition un prototype qui ne sera pas le fichier définitif, pour que justement certaines entreprises adaptées puissent commencer à se familiariser avec l'outil, car il va y avoir une période de congé et que les périodes de congé peuvent mettre des experts comptables en congé comme des commissaires aux comptes. D'accord. Donc, on va voir ça avec Sébastien. Là, immédiatement, ce n'est pas possible parce que c'est clair qu'il y a des algorithmes qui peuvent bouger. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Hein. Mais mettre rapidement un prototype et flécher comme tel à l'attention des adhérents de l'Union nationale des entreprises adaptées, je n'y vois pas d'inconvénient et donc on travaillera sur ça. D'accord, Sébastien Citerne, hein? Parce qu'on risque peut-être d'avoir des situations de congé d'experts comptables ou de commissaires aux comptes et donc il s'agira d'aller très vite. Ok. Cette aide est-elle mobilisable pour les entreprises adaptées qui n'ont pas fait appel à l'activité partielle mais ont constaté des pertes d'exploitation? Alors, malheureusement, non. Le dispositif est construit sur la mobilisation de l'activité partielle. Okay. Oui, alors là aussi, excusez-moi, je vais revenir sur l'esprit de ce plan de soutien parce qu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur ce sujet-là. Nous sommes à budget constant, c'est-à-dire que c'est la loi de finances qui n'est pas totalement utilisée qui va être injectée au niveau de la raison d'être des entreprises adaptées, qui est l'emploi majoritaire des personnes en situation de handicap très éloignées de l'emploi. L'idée fondamentale, c'est qu'on est sur des systèmes d'abondement des aides compensatoires aux conséquences du handicap liées à deux facteurs, les heures travaillées et donc la compensation des surcoûts inhérents à ces heures travaillées pendant une période sanitaire critique, notamment vis-à-vis de nos salariés. Et le deuxième point, c'est vis-à-vis de la perte d'exploitation. Et donc, toujours en lien avec notre raison d'être, l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, il faut comprendre cette gymnastique pour qu'on ait pu réussir à convaincre justement les pouvoirs publics de cette utilité, de cette importance pour relancer. Il n'est pas question d'avoir des aides qui viendraient être des aides purement vues comme de l'exploitation en soutien de cette perte d'exploitation. Il faut que nous sommes des entreprises ordinaires au titre du Code du travail et à ce titre, nous ne devons pas bénéficier de régimes dérogatoires au regard des autres entreprises. Donc, ce sont des aides qui sont cumulables avec vos contrats d'assurance, par exemple, si celles-ci prévoyaient un soutien sur d'éventuelles pertes d'exploitation. À ce titre, nous ferons très prochainement, et j'ai confié la mission ce matin avec Sébastien Citerne à Céline Fiorina, directrice des opérations, de monter un petit webinaire sur le sujet.
Alors, je rappelle juste à tout le monde que cette vidéo sera disponible sur YouTube avec la première qui n'a pas été encore uploadée, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les documents, il y avait encore une question, je ne sais plus quelle avait été ta réponse. Est-ce qu'on envoie le slide en question ou le document Excel aux inscrits? Ça, c'est une question à laquelle tu peux répondre pendant que je cherche une autre question. Le PowerPoint, on l'enverra à l'intégralité des participants et Cyril vient de dire que le fichier prototype pourra être envoyé aux adhérents de l'INEA. Ok. Alors là, dans un deuxième temps, hein, pas immédiatement, parce que le prototype, il faut que quand même on cale une ou deux éléments de l'algorithme qui sont importants et qui changent quand même foncièrement les calculs. Mais dans un deuxième temps proche pour se préparer en cas d'absence des experts comptables et commissaires aux comptes, parce qu'il y a des entreprises adaptées qui vont devoir aller vite si elles veulent être payées rapidement. Et vraiment, notre ennemi, notre véritable ennemi, notre adversaire actuellement, c'est le temps. Alors, étant donné qu'il est 17h02, je vais vous demander de faire hyper bref sur les réponses pour essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais passer par… alors, dans le cas de l'aide numéro 2, y a-t-il plus de différence entre les différentes AAP, socle ou CDDT? J'essaye de te faire une synthèse de la question. Pour répondre à cette question, l'idée là aussi, c'est de rebasculer sur des bénéficiaires de l'aide compensatoire des conséquences du handicap. Donc, quel que soit le montant de l'aide, de toute façon, on viendra dans un abondement. Ouais. Après, sur l'aide numéro 2, on est au titre de l'exercice 2019. C'est vrai que dans la modalité de calcul, on est parti sur un taux unique du montant moyen de l'aide au poste. On n'a pas forcément intégré le montant de la partie CD tremplin parce que la volumétrie en équivalent temps plein annuel de 2019 était relativement limitée. Et c'est quelque chose qu'on peut signaler et voir à la DGFP si elle souhaite l'intégrer. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont relatives au surcoût de fonctionnement. Alors ça, c'est bon. Est-ce que les CDDT sont-ils compris? Oui, dans tous les dispositifs. À chaque fois, on prend l'intégralité des aides perçues. Donc, on l'a clairement identifié dans l'aide numéro 1, tout ce qui relève du CDD tremplin et de l'aide socle. Et dans l'aide numéro 2, on prend l'intégralité du montant des aides perçues sur l'année. Donc, qui englobe tout. On est presque à la fin. Donc, les CDDT, c'était bon. Alors, il y a une grosse question ici. Pour les organisations multi-établissements dont les comptes sont certifiés en consolidé, quelle modalité à prévoir pour la certification des chiffres correspondant à l'établissement concerné par la déclaration? C'est la première question. Derrière, ce sera la signature du comptable, donc de l'expert comptable, voire du CAC, qui viendra justifier le distinguo et ce qui relève des éléments afférents à chaque établissement. Donc, parce qu'il précise effectivement qu'ils n'ont pas d'expert comptable sur la structure, mais donc il doit y avoir une certification spécifique au commissaire aux comptes. Dans le cadre si le commissaire aux comptes peut le faire, ça ne sera que mieux derrière. Ok. Alors, même question qu'avant pour les maladies. Non, c'est une précision, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, je remonte. Pour la sous-traitance de production, il me semblait que c'était les comptes 604 et 605. Pourriez-vous me confirmer qu'il faudra bien prendre le compte 611 qui n'entre pas dans le coût de production? En fait, c'est l'appellation sous-traitance de production. Alors, on a certaines structures qui peuvent ne pas forcément utiliser toujours la même racine de compte.
Quand on a créé le tableau, on est parti du plan comptable traditionnel. Après, si certaines structures ont adapté le plan comptable à leur organisation, il faudra simplement prendre les éléments qui sont relatifs à la sous-traitance de production. Ok, ça on a répondu. Ça c'est bon. Voilà, si vous posez des questions en même temps, ça me fait redescendre. Alors, concernant les aides au poste perçues pour 2019, devons-nous prendre décembre 2018 perçus sur 2019 ou décembre 2019 perçus sur 2020? On fait référence aux aides au poste rattachées à l'exercice. Donc, toutes les aides qui sont… si on est sur l'exercice 2019, ce n'est pas la date de paiement qui est importante, c'est la date de rattachement du bordereau à l'année à laquelle vous faites votre déclaration. Donc, si c'est sur du 2018, vous prenez tous les bordereaux initiaux et de régularisation de l'année 2018. Et si vous êtes sur l'année 2019, vous prenez tous les bordereaux initiaux et de régularisation affectés à l'exercice 2019. Faut-il justifier de l'absence des personnes? Donc, quel… J'ai juste ça comme question. Ouais. Il n'y a pas de précision, rien du tout. Si ça demande précision, je demande du coup à la personne qui a posé la question de préciser et puis on essaiera d'y répondre. Est-ce que les informations, est-ce que les informations en tête de document détermination et marge sont sur l'exercice N-1 et les calculs partiels sur l'exercice 2020? C'est plus ou moins, je crois, la question à laquelle tu viens de répondre. Sur l'aide numéro 2, vous choisissez votre exercice de référence. En fonction de l'exercice de référence, vous renseignez vos données comptables rattachées et derrière, vous rattachez le montant des aides au poste que vous avez perçu sur cet exercice. Donc, tout est rattaché à un même exercice. On ne prend pas les données comptables de l'exercice 2018 et les aides au poste de l'exercice 2019. Tout est rattaché au même exercice. Ça va un peu dans la question 2. Les dotations de 2018 sont-elles prises en compte si l'EA n'étant pas encore agréé sur la période? Enfin voilà, en gros, l'EA a été créé en 2018, mais a été agréé en 2019. Est-ce que du coup, c'est pris en compte? Ça sera, à mon avis, là, à mon avis, ce sera la date de démarrage et de signature du code qui fera foi. Là, ça peut amener interprétation des services de l'État là-dessus, mais je note la question. Ok. Alors, il y a d'autres questions sur lesquelles, là, il y a des questions qui ne sont pas claires, donc je ne sais pas trop comment les poser. Je te l'ai dit. Le FATEA 2020, le dossier sera-t-il différent? Le FATEA 2020, sur les 3 premières aides, vous allez avoir un fichier Excel de mobilisation. Et sur le reste, la base risque d'être relativement identique à ce qu'on avait utilisé l'année dernière. Donc, et là, la DGEFP, comme les services des directs en région, nous demandent d'avoir vraiment une grande vigilance quant à la qualité des dossiers déposés et aux informations de demande de subvention qui seront réalisées. Les directs ont passé beaucoup de temps l'année dernière à traiter les dossiers. Certains dossiers étaient incomplets. Elles ont relancé régulièrement les structures. Donc, on appelle vraiment à la vigilance par rapport à ça, de faire une demande de subvention sur un investissement. Donc, on sera sur la deuxième partie, on n'est pas forcément sur ce qui concerne aujourd'hui. Et faire une demande de subvention sur un investissement important sans qu'il y ait le moindre devis dans le dossier, il faut comprendre que pour les services des directs, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas laisser passer, sur lequel ils n'auront pas forcément beaucoup de temps cette année pour faire les relances de complétude de dossiers. Quelle différence de délai de paiement ou de modalité de paiement entre données définitives et prévisionnelles pour la perte d'exploitation?
Simplement, les données définitives vont pouvoir être payées immédiatement. Les données prévisionnelles feront l'objet, ce que je disais tout à l'heure, d'un deuxième envoi auprès des services de l'État en septembre pour pouvoir réembarquer les montants définitifs. L'idée est simplement pour les directs, quand vous indiquez les données prévisionnelles, de pouvoir gager le montant qui aurait été indiqué. Okay. Dans le cas d'un CEPOM régional, peut-on mettre les infos au niveau régional du CEPOM ou détailler chaque établissement? C'est la structuration du CEPOM. Si votre CEPOM reprend plusieurs établissements, derrière, votre demande se fera à la dimension du CEPOM. Donc, vous ferez une demande pour l'intégralité des établissements embarqués. Ok. Alors, aide à l'investissement du FATEA, est-ce que cela veut dire que la construction d'un bâtiment ne fait pas partie des dépenses éligibles? C'était déjà exclu de l'année dernière de l'aide. L'aide au bâtiment à la construction n'en fait pas partie. Et du coup, on a répondu globalement à toutes les questions. Donc voilà. Pour les questions qui n'ont pas trouvé de réponse, alors attendez, il y en a une là. Ouais, une dernière question. Pour bénéficier de l'aide des surcoûts, donc la dernière question, hein, pour bénéficier de l'aide des surcoûts de fonctionnement, peut-on le faire directement alors, on peut le faire directement de l'ASP ou est-ce que c'est une demande à faire séparément? Tu veux dire, répète à nouveau. Alors, je te la relis. Hein. Pour bénéficier de l'aide des surcoûts de fonctionnement, on peut le faire directement de l'ASP, point d'interrogation, ou c'est une demande à faire séparément, point d'interrogation. En fait, le fichier Excel va vous embarquer les trois aides. Vous allez avoir un fichier qui va concerner les deux aides Covid, je dirais, l'aide surcoût d'investissement et l'aide perte d'exploitation. Donc, vous aurez une maquette qui embarquera les deux. Et vous aurez un deuxième fichier Excel qui embarquera l'aide, l'accompagnement à l'investissement passé. Donc, ça va être pris dans le même fichier Excel et une seule demande embarquera les deux aides, compensation des surcoûts et compensation des pertes d'exploitation. Ok, écoutez, on arrive à la fin. Je suis désolé si toutes les questions n'ont pas été répondues. On est un quart d'heure au-delà du temps qui était escompté. On va essayer de faire un maximum pour répondre à vos questions ultérieurement. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci Cyril d'être venu. Sébastien d'avoir répondu à toutes les questions. Je laisse conclure, peut-être soit Sébastien, soit Cyril. En tout cas, si des questions apparaissent, remontez-nous à nouveau les questions par mail, que l'on puisse les traiter et que l'on puisse repartager à l'intégralité des participants les différentes questions. Oui, je voudrais remercier beaucoup Sébastien Magré, formidable régulateur, avec quelques petits mots d'humour pour détendre l'atmosphère et qui permet à Sébastien de ne pas rester à l'apnée trop longtemps. Sébastien Citerne, évidemment, il est important dans cette période-là de pouvoir lutter avec les bonnes armes face à notre adversaire, qui est encore une fois le temps et les délais. Et je trouve que ce que l'on fait en co-construction, c'est plutôt très performant. Bravo Sébastien. Bravo à la DGFP aussi, bravo à M. Pascal Jean-Charles, Isabelle Rouberol, Fabrice Massy, Bruno Lucas, pour nous permettre ça, parce que c'est vraiment une autre façon de travailler, une autre façon de faire pour aller plus vite. Et vous voyez bien qu'avec ce fichier Excel, on va aller très vite. Donc l'UNEA est toujours en pointe de son expertise technique. Elle permet d'avoir des informations et de la confiance de ses alliés, de ses partenaires. Au premier chef que vous connaissez, toujours pareil, les grandes associations représentatives des personnes handicapées. Ce que je voudrais vous dire en toute conclusion, c'est pensez bien cette année, car toute cette somme d'argent en plan de soutien, c'est aussi un plan de relance.
et pensez bien à tous vos investissements. Je pense que c'est l'année où il faut faire vos investissements. Pensez-y beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile à la période parce qu'on a plutôt tendance à utiliser le repli sur soi, faire des économies, réduire la voilure. Réfléchissez bien à la manière dont vous allez vous relancer et on va essayer d'animer des réseaux de proximité avec le réseau France Active, notamment dans les régions, pour permettre justement de discuter, échanger et designer, tailler sur mesure à chaque entreprise adaptée les moyens à la fois de passer ce cap difficile, de rebondir, de faire de la résilience et d'aller de l'avant et de concourir au maintien de ce cap de créer les 40 000 mises à l'emploi d'ici fin 2022. Et nous demanderons bien sûr à Madame la nouvelle ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, de nous suivre et de miser beaucoup sur les entreprises adaptées. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente soirée et une bonne semaine. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.